Je vais vous présenter la colline, qui est la colline de Gastelou, avec 80 000 ans de présence humaine, mais il y a une tour d'un château royal navarrais au-dessus. Et puis ensuite, c'est par étage, la grotte d'Isturitz, la grotte d'Otchoselaya, 30 mètres plus bas, et encore 30 mètres plus bas, le réseau actif de la rivière de l'Arberou avec la grotte d'Herbelois qui est réservée à la recherche scientifique. En fait, cet ensemble est connu de tout temps, mais on a commencé à comprendre que les grottes étaient préhistoriques à la fin du 19e, début du 20e. C'était mon grand-père, André Daricot, vers 1911-1913. Il y a une grande caractéristique, c'est que Isturitz, la première grotte, est à la fois une grotte habitat, une grotte ornée et dans le sol, il y a de l'art mobilier. Donc ces trois caractéristiques font qu'il y a très peu de grottes en France et en Europe où on retrouve ces trois données. Ce qui est primordial pour arriver à croiser les dates et les savoir-faire. Quand on descend à Otchoselaya, c'est une grotte qui n'a pas été habitée, mais qui a de l'art rupestre, qui a des points rouges. Donc les hommes pénétraient dans Otchoselaya. C'est une grotte sanctuaire, elle est sacrée, ils y accomplissaient des rites, on ne sait pas exactement quoi, mais voilà les deux caractéristiques. Et puis la troisième grotte qui est réservée à la recherche, on en a pour des générations encore, avant de savoir. Et Otchoselaya, c'est encore un autre sanctuaire. Le sol peut-être est jonché d'objets, peut-être que ça a été habité à un moment donné, mais tout est en point d'interrogation pour Herbelois aujourd'hui. Quand il y a eu tout cet effondrement de la voûte, ce qui est l'entrée était la fin d'une grotte. À ce moment-là, on rentrait par Isturitz de l'autre côté et les personnes venaient ensevelir leurs morts au fond de la grotte, si bien que quand on rentre dans Isturitz, on ne le signale pas trop parce que c'est l'objet encore de futures recherches, mais nous avons une zone sépulcrale à droite et à gauche. Il y a des cadavres qui ont été déposés pour eux au fond de la grotte et maintenant ils sont recouverts de calcite et quand il y aura un scientifique qui aura besoin d'une réponse à un questionnement, on déclenchera une fouille. C'est jusqu'au néolithique, c'est-à-dire qu'à vers 6000-4000 ans, le climat se radoucit et l'homme devient sédentaire. Donc à ce moment-là, il n'occupe plus les grottes. Et c'est à partir de là qu'il commence à semer, à construire des cabanes et à devenir de moins en moins nomade. Ces bons hommes étaient quand même des sacrés bons hommes, c'est pour ça qu'on les aime beaucoup, parce que en fait ils avaient des qualités que nous perdons, nous, aujourd'hui. Ils vivaient en osmose avec la nature, ils la connaissaient, c'était leur survie. C'était l'éveil des sens pour leur survie. Nous, on est tout confinés, on perd l'éveil de nos sens. C'était des grands artistes. Une des plus vieilles flûtes au monde a été trouvée ici à Isturitz, à 31 000 ans. C'était l'amour du travail bien fait. Dans un climat sans doute beaucoup plus rude que le nôtre, c'était des chasseurs-cueilleurs, donc c'était des nomades. Et voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on sait d'eux, mais ces bons hommes étaient vraiment dignes de grande admiration. C'était des grands artistes. L'art rupestre d'Isturitz le montre et dans d'autres grottes de la chaîne pyrénéenne, puisque nous sommes sur une chaîne pyrénéo-cantabrique. Il ne faut jamais laisser ce paramètre de côté. Ils arrivaient le long des Pyrénées, ils partaient vers les Cantabres. Et Isturitz est un peu à la croisée de ces chemins, de l'arc atlantique vers les Cantabres. La chaîne des Pyrénées est une donnée aussi fondamentale et nouvelle, c'est la remontée de l'Èbre. Et remontée par l'Èbre,
nous avons des matières premières de la rivière Èbre dans le sol d'Isturitz. Donc ce sont ces courants humains qui passaient à Isturitz et qui passaient ensuite vers les Cantabres. Quand on dit que Isturitz est un site majeur, ce ne sont pas des slogans publicitaires, ce sont des termes très précis parce que Isturitz, de par la grande capacité d'accueil, était un site de regroupement. C'est-à-dire qu'à certains moments, les tribus se réunissaient, échangeaient, peut-être les artistes échangeaient leur savoir-faire et repartaient chacun de leur côté. C'est une visite qui présente tout le côté géologique et préhistorique de la grotte pendant 45 minutes. Mais on s'est rendu compte aussi que quelques personnes demandaient un peu plus. Donc nous avons mis en place des visites spéciales, préhistoire et art, accompagnées en conférence par une préhistorienne. Et ça, c'est tous les dimanches matins à 11h. Et ensuite, nous avons aussi des géologues qui font une lecture géologique de la grotte parce que ces grottes-là, c'est un vrai cas d'école de tout ce qu'on peut comprendre du massif pyrénéen. Et puis ensuite, on a un espace culturel, une association où nous avons un collectif d'artistes qui viennent s'inspirer et créer par rapport à ce patrimoine. Il y a le côté acoustique avec Yegor Reznikov. Il ne faut pas oublier qu'il y avait cette flûte. C'est Michel Etchekopar qui a le facsimilé de la flûte et qui en use. Nous avons eu des créations musicales pour musique pour flûte. Nous avons des danseurs, nous avons des tchalapartas aussi, puisque nous avons des lithophones. Tout ce qui est percussion, c'est quelque chose d'important. Quand on fait quelque chose dans la grotte, ça prend automatiquement une autre dimension. Alors, nous sommes ouverts du 15 mars au 15 novembre chaque année.